Voilà, attends encore un petit peu. Hop. Bon, bah, tout est prêt. Je pense que nous sommes en direct. Il y a un petit décalage, alors on ne peut pas le constater tout de suite. Voilà. Eh bien alors, démarrons. Bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui pour ce webinaire Groove organisé dans le cadre de Batibo. Voilà, ça y est, je pense que nous sommes en direct. Je me présente, je suis Nicolas Zita de l'entreprise CEDEC au Luxembourg. Je suis le coordinateur du projet Interreg Nord-Ouest Europe Groove que je vais vous présenter ici dans quelques minutes. Je suis avec mon collègue Marcel Deravet qui se présentera à vous dans quelques instants également pour l'une des présentations, et Maëva Sabre du CSTB qui est également présente, qui interviendra également un petit peu plus tard. Donc, comme convenu, je vais vous présenter le sommaire. Et puis, les différentes présentations défileront au fur et à mesure de ce webinaire. Et nous serons... oui. Hop. Maintenant que je suis tout seul, ce sera beaucoup plus audible, peut-être beaucoup plus agréable pour tout le monde. Voilà, donc je vais commencer moi-même par une introduction sur le projet Groove. Et puis mon collègue Marcel nous rejoindra dans quelques instants pour vous présenter la faisabilité technique d'une serre sur un toit, avec les deux approches structurelles et aspects énergétiques. Et puis Maëva vous présentera en fin de webinaire nos guidelines que nous sommes sur le point de diffuser. Et enfin, nous terminerons par une séance questions-réponses. Donc, je vous propose d'utiliser l'outil commentaire dans YouTube pour poser vos questions, puisque donc, vous l'avez peut-être remarqué au début, nous avons un petit décalage de quelques secondes, ce qui nous permet difficilement de répondre à une question au tac au tac. Donc, voilà, le mieux, c'est de poser toutes vos questions pendant les présentations, et nous les sélectionnerons à la fin pour y répondre pendant ces quelques minutes questions-réponses. Voilà. Donc, concernant le projet Groove, historiquement, le projet Groove a débuté par une observation, qui est que l'agriculture et le secteur de la construction sont deux forts émetteurs de CO2 en Europe. Nous avons réfléchi à comment est-ce que nous pourrions diminuer l'empreinte carbone de ces deux secteurs via une approche transversale. Et nous avons proposé une solution qui est de mettre des serres sur les toits pour évidemment capter l'énergie qui sera émise par les bâtiments et la réutiliser dans des systèmes de production agricole. Alors, est-ce que c'est quelque chose de pertinent? Est-ce que c'est quelque chose de réalisable? Est-ce que c'est commercialement viable? Le projet Groove est ici justement pour le découvrir et étudier ces différents projets. Donc le projet Groove pour Greenhouses to Reduce CO2 on Roofs, c'est un projet qui est financé par le programme Interreg Nord-Ouest Europe. Il y a 11 partenaires qui sont réunis pour ce projet-là, depuis la France, la Belgique, l'Allemagne, l'Espagne et le Luxembourg. Ces différents partenaires ont plusieurs profils, des profils secteur construction, secteur énergie, également des partenaires en entrepreneuriat et en agriculture. La timeline de Groove s'étend depuis 2017 et se terminera jusqu'en 2022. On a 3 axes principaux de développement qui sont l'apprentissage, le test et le partage de nos connaissances. Et comme vous le voyez sur l'image, nous imbriquons en fait ces trois axes de travail. Donc, je vais vous expliquer un petit peu comment et sur quoi on base notre étude. Donc, on a commencé en 2017 par tout un
une approche learning, donc d'apprentissage, via l'étude de différents projets existants en Europe. Donc vous avez ici un panel de projets qui sont existants et qui ne sont, pour certains, qui ne sont pas encore terminés et d'autres qui ont déjà mis la clé sous la porte, malheureusement. Mais ça fait partie de l'étude et justement, on a appris beaucoup de ces différentes réussites et de ces différents échecs. Puis, nous avons lancé nos propres serres pilotes. Donc, nous avons 4 projets pilotes qui sont actuellement en cours de construction dans 4 pays différents. Donc, si vous avez des questions sur ces projets pilotes, je vous invite à consulter notre site web groove.eu ou nous poser des questions en commentaire un petit peu plus tard. Nous avons également nous sommes encore en train de coacher 10 porteurs de projets qui sont présents en France, en Belgique et au Luxembourg sur leurs propres projets de serre urbaine. Donc, nous apportons toutes les connaissances que nous pouvons sur les aspects construction, sur les aspects énergie, également sur les aspects agronomie et entrepreneuriat. Et enfin, nous réunissons tout ce savoir finalement, toutes ces expériences, voilà, dans des guidelines que Maëva vous présentera un petit peu plus tard dans ce webinaire. Voilà, donc ces guidelines, comme vous le voyez, coming soon, seront disponibles prochainement, mais je laisse Maëva vous en parler un petit peu plus tout à l'heure. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Donc, je vais laisser la main à mon collègue Marcel pour venir présenter l'approche construction et la faisabilité technique de ces serres sur toit. Je le rappelle, pour ceux qui sont arrivés entre-temps, dû à un petit décalage temporel, nous proposons de traiter toutes les questions à la fin de la présentation. Et pour cela, je vous invite à poser vos questions en commentaire dès que vous en avez une, de manière à ce que nous puissions la voir dès maintenant et la traiter en fin de webinaire. Et voilà, je laisse maintenant la parole à mon collègue Marcel de Ravet. Alors, hop. Je vais d'abord changer ceci. Je vous demande une petite seconde, le temps que je charge la présentation. Voilà. Et voici. Hop. Voilà. C'est à toi. Merci. Voilà, bonjour à tout le monde. Donc, je me présente, Marcel de Ravet, donc je suis ingénieur civil des constructions et je travaille à l'IFSB, donc une société sœur de CEDEC dans laquelle travaille mon collègue Nicolas. Et nous sommes un des porteurs de projets pilotes dans lequel je suis investi comme project manager spécifiquement pour construire donc cette serre sur le toit d'un bâtiment de l'IFSB. Alors, construire une serre sur un toit, c'est une approche qui doit prendre en compte l'aspect structurel des choses. C'est la première chose dont on va parler ce matin. Et on a la possibilité de réfléchir à différentes choses. Soit on est sur un bâtiment nouveau, soit on est sur un bâtiment existant, et il va falloir prendre en compte toute une série de choses. Alors, j'ai mis un peu en évidence une dizaine de points ainsi sur lesquels je voudrais attirer l'attention pour ce qui est de prendre en compte donc les prescriptions nécessaires pour une bonne réalisation. Alors, il y en a qui sont valables pour les bâtiments neufs et anciens,
Là, j'ai repris 7 points et puis 3 points spécifiques pour les bâtiments anciens. Et on va passer en revue ces différents points qui apparaissent là sur votre écran. Donc, premier point qu'on va aborder, c'est le type de structure du bâtiment. Alors, on peut se dire, tiens, est-ce qu'on peut travailler sur un bâtiment en béton armé, sur un bâtiment en acier, sur un bâtiment en bois? Est-ce qu'il y a des bâtiments qui n'acceptent pas de venir avec ce genre de structure? Je dirais qu'au départ, il n'y a pas de restriction de ce point de vue-là. Il faudra bien évidemment qu'on ait une charge portante suffisante sur notre toiture et prendre en compte ces charges-là si on est en bâtiment neuf quand on va construire notre bâtiment. Alors, un hall de sport ou un hall d'entreprise, c'est rarement dimensionné pour pouvoir reprendre des charges importantes dessus. Mais vous voyez sur l'image du milieu qu'on peut avoir aussi une charpente métallique qui est suffisamment résistante. Et par exemple, sur cette charpente-ci, on a en effet une petite serre qui a été réalisée. C'est une serre prototype qu'on avait fait ici sur le bâtiment Neobilt au Grand-Duché de Luxembourg. Des bâtiments en béton armé, on va dire, tiens, il y a peut-être plus de possibilités de le charger. De nouveau, il faut vérifier que les charges portantes sont suffisantes. Et à ce moment-là, on va se baser sur les différentes informations qu'on peut avoir par rapport à ça. Ensuite, construire une serre sur un toit existant ou nouveau, ça ne se fait en prenant en compte quand même les environnements dans lesquels on vient travailler. On a le fait que l'ouvrage, il doit être résistant, c'est sûr, mais l'ouvrage, en ajout sur un toit, il va peut-être porter ombrage sur les bâtiments voisins, ou inversement, les bâtiments voisins vont apporter un ombrage trop important sur une serre et donc elle ne pourra pas être efficace puisqu'elle n'aura pas suffisamment de soleil. Mais on a aussi des endroits où il y a des activités qui génèrent pas mal de poussière et c'est assez négatif par rapport à une serre qui demande, par exemple, une surface vitrée la plus propre possible pour qu'on capte le maximum de soleil. Et si on a des environnements poussiéreux, ça va poser des problèmes. On doit tenir compte aussi de l'accessibilité. On n'est pas sur une serre en plein champ, donc il faut peut-être un escalier, il faut un ascenseur, il faut différentes choses. Donc l'existant ou à créer, on va regarder juste après ce que ça donne par rapport à ça. Et puis comme je disais, je prends un petit exemple pour ceux qui connaissent Namur. Ceci est une photo de la Maison de la Culture telle qu'elle était précédemment, avec une vision sur la citadelle de Namur en arrière-plan. On se trouve au Grognon, tout près de la Sambre et de la Meuse à cet endroit-là. Donc la vision pour les voisins qui sont là est assez agréable. Et puis depuis pas longtemps, on a fait une grosse rénovation dans cette maison de la culture et on y a créé un bâtiment supplémentaire qui vient ainsi devant cet ancien bâtiment. Et vous voyez que la vision qu'en ont donc les voisins, ça c'est une vision d'artiste, c'est pas une photo, ils ne voient plus la citadelle en face. C'est le même genre de choses que vous risquez d'avoir si vous créez une terrasse une serre sur une terrasse, sur un toit. Il faut prendre en compte quand même l'impact par rapport au voisinage et peut-être que ça risque de poser des problèmes ou peut-être pas du tout. Donc, c'est un point à analyser spécifiquement. Alors, j'ai parlé plusieurs fois des charges à prendre en compte. Alors, on va prendre un peu quelques références par rapport à ça pour savoir de quoi il s'agit. Si on veut travailler en pleine terre, il faut savoir que la terre humide, ça fait à peu près 1800 kg au mètre cube. Et travailler en pleine terre, ça veut dire un minimum de 30 cm de terre. Vous voyez tout de suite qu'on est à 600 kg par mètre carré à rajouter sur une toiture. Ça n'est pas négligeable du tout. Sachant qu'une toiture, si elle est dimensionnée au minimum,
on est peut-être à 100 kg par mètre carré, 150 kg par mètre carré. Maintenant, si on a besoin de réserve d'eau, on sait que le poids de l'eau, 1000 kg au mètre cube, si on veut la mettre sur la toiture, de nouveau, ça va poser un certain souci par rapport à la charge à prendre en compte. Alors, il y a d'autres solutions, comme vous voyez ici sur les images, au milieu ou à droite, c'est qu'on peut travailler en hydroponie. Donc, on n'a pas besoin de terre. Et à ce moment-là, ce système de culture, il ne pèse que 40 kg par mètre carré environ. On commence à ouvrir d'autres perspectives sur nos différents toits à réaliser. Alors, si en plus on veut que notre serre soit un lieu accessible au public, il va falloir prévoir pour la circulation des personnes de 400 à 500 kg par mètre carré. Si c'est réservé aux professionnels, on pourra limiter à peu près 150 kg par mètre carré. Donc ça, c'est des informations dont qu'on doit prendre en compte pour s'assurer que notre toiture sera bien capable de reprendre les charges ajoutées. Ici, je n'ai pas pris en compte la charge due à la serre en elle-même, parce qu'on va pouvoir s'arranger probablement pour ramener les efforts sur un système porteur, sur les murs porteurs, sur les poteaux porteurs, et on pourra ramener des efforts qui ne seront pas trop importants. Alors, créer des accès, voilà, si c'est des nouveaux accès à faire, est-ce qu'on le fait par ascenseur, avec une échelle à crinoline comme la deuxième photo, un escalier extérieur, une prolongation d'un escalier intérieur? Il faut prendre en compte quand même le fait que c'est un espace de travail. La serre, il faut quand même amener les plantes, il faut aussi ressortir la récolte. On a un accès permanent d'un ouvrier tous les jours qui passe dans la serre, même si on ne prend pas en compte un accès public. C'est pas avec une échelle qu'on accède à ce genre d'espace de travail. Il faut un accès aisé. L'ascenseur n'est peut-être pas indispensable. Maintenant, il sera très, très utile si on peut l'avoir en tous les cas. Bien sûr qu'il y a un coût. Ça, ce n'est pas négligeable de ce point de vue-là, mais c'est à réfléchir. Et si le bâtiment est très haut, voilà, on va prolonger des accès existants dans le bâtiment, ce sera plutôt la solution. S'il est de faible hauteur, on pourra essayer de travailler avec des escaliers que l'on créera à l'extérieur du bâtiment pour assurer un accès plus ou moins facile à notre plateforme de travail. Dans notre réalisation et aussi l'utilisation de la toiture, il faudra bien évidemment aussi prendre en compte tout ce qui est sécurité avec des garde-corps qu'il va falloir peut-être apporter, provisoires ou définitifs, puisqu'on a un espace de travail et donc les personnes qui viennent soit en visite, soit en travail, doivent être assurées de ne pas avoir de risque par rapport à leur sécurité propre. Alors, autre chose qu'on devra prendre en compte, je vous ai dit, la serre, on va plutôt s'organiser pour la ramener sur des éléments porteurs du bâtiment, mais la serre, elle va surtout amener des efforts de traction la plupart du temps, parce que c'est un élément qui peut être léger, en acier, en bois, en aluminium, et qui a une certaine prise au vent. Donc s'il y a une prise au vent, ça veut dire risque de soulèvement, et donc il faut faire des ancrages non négligeables dans la structure. Et donc, soit on va devoir percer l'étanchéité, l'isolation, aller chercher la structure, soit on va travailler avec des massifs qu'on va déposer sur la toiture et qui auront ainsi un poids suffisant pour empêcher le soulèvement. Donc ça, c'est un choix qui doit se faire lors de la réalisation, mais on s'assurera que l'étanchéité est parfaitement refaite autour de nos ancrages, parce qu'une serre n'est pas du tout une toiture. Une serre, il peut y avoir de l'eau qui rentre à l'intérieur,
Et de toute façon, on utilise aussi de l'eau pour les différentes cultures que l'on a à l'intérieur de la serre. Donc, ça ne remplace absolument pas une toiture et on va donc devoir recréer l'étanchéité. Cette étanchéité existante ou nouvelle, bâtiment nouveau, devra permettre une libre circulation et donc être protégé mécaniquement par rapport au fait qu'on circule dessus. Il y a différents procédés qui sont utilisables par rapport à ça, qui ne sont pas très lourds en soi, mais il y aura des chemins de passage et puis l'espace propre de la serre qui doit permettre une circulation aisée sans aucun risque pour l'étanchéité qui est là existante. Alors, je vous ai parlé de l'eau qui a un poids non négligeable. Alors, plutôt que de la mettre en toiture, le réservoir d'eau, on peut essayer d'organiser des espaces complémentaires pour ces réserves, pour les nutriments, pour nos cultures, ou pour le travail des différentes cultures que l'on a, des préparations des semis, etc. Ça peut être à un étage inférieur, ça peut être, pour l'eau en tous les cas, posé au sous-sol directement sur un dallage porteur. Ça permet à ce moment-là de mettre autant de charge, presque en tous les cas, que l'on veut. Et en tenant en compte donc ces charges complémentaires, on arrivera à s'organiser beaucoup mieux et à laisser l'espace aussi en toiture au maximum pour la culture, puisque c'est un espace entre guillemets qui coûte plus cher. Et dans la serre, on va optimiser notre espace pour la culture et ces autres applications, on peut les mettre à un autre endroit, sous réserve bien sûr de pompes de relevage, etc., pour amener les nutriments et l'eau au bon endroit. Alors, une serre en toiture peut venir aussi en concurrence avec d'autres choses qu'il y a déjà ou qu'on va devoir mettre sur la toiture, des panneaux photovoltaïques ou panneaux solaires thermiques, de la ventilation, peut-être des jardins aussi qui sont non pas sous terre, mais sous serre, mais en pleine terre sur la toiture, donc un espace toiture verte. Alors, ce n'est pas obligatoirement en conflit, on le verra juste après aussi dans l'approche, je dirais, sur l'énergie, parce que on arrive à combiner notamment les panneaux photovoltaïques avec les serres. La ventilation peut être intéressante aussi, on va le voir juste après, pour ramener de la chaleur dans la serre. Et puis la serre n'est pas obligatoirement développée sur l'entièreté de la toiture et on peut avoir plusieurs zones qui sont utilisées différemment sur une toiture d'un bâtiment. Alors si je reviens maintenant sur des points spécifiques pour les bâtiments anciens, on va aborder un petit peu l'expertise du bâtiment existant, les renforcements si on a besoin de ça également, et la partie toit isolé ou non. Du point de vue de l'expertise, ça va être un ingénieur, une structure ou un architecte qui va pouvoir dire tiens, le bâtiment il a été conçu pour reprendre 500 kg par mètre carré, 250 kg par mètre carré ou une autre valeur. Donc là, on va essayer de se baser sur les documents qui sont disponibles, les notes de calcul, les plans de la structure. Il arrive qu'on n'ait plus ces documents et on n'ait plus rien par rapport à ces éléments-là. Donc il va falloir à ce moment-là faire une expertise, aller faire des relevés de l'existant et puis refaire un calcul. On peut tout à fait aller voir, si on parle d'une dalle béton, voir quel est le ferraillage qu'on retrouve dans la dalle et faire un calcul à l'envers pour se dire, tiens, voilà ce que j'ai une épaisseur de 20 cm de béton, j'ai un ferraillage barre de 10 tous les 15 cm, j'ai ceci, j'ai cela, et je vais devoir faire un calcul à l'envers et dire, ok, je peux reprendre 300 kg par mètre carré.
et je déduis après les charges qui sont déjà sur la toiture et je vois ce qu'il me reste pour une serre. C'est faisable, c'est pas faisable, je prends la décision avec tous ces éléments-là. C'est pas un calcul évident, hein, ça demande des investigations, mais c'est tout à fait faisable pour un bâtiment. Ensuite, si je vois que je veux quand même faire ma serre, mais qu'il me manque quand même un peu de résistance, ben, on va passer à la question de renforcement. Et le renforcement peut se faire au-dessus de la toiture ou sous la toiture, et à ce moment-là, on renforce la toiture existante. Quelques exemples de renforcement, ben, voilà, on est ici dans une serre qui s'est faite au-dessus d'un toit existant. Voilà, on a remonté des plots en béton sur des poteaux existants, et puis on a mis des poutrelles métalliques galvanisées, et dessus on a fait un plancher et on a mis une serre d'assez grande dimension, tout à fait indépendante de la toiture qui est en dessous. Donc, pas de charge sur la dalle existante, uniquement un report de charge sur des éléments porteurs suffisamment résistants. Maintenant, il est également possible de dire je renforce ma dalle. Ici, c'est une technique un peu particulière où on vient coller des plats carbone qui remplacent un ferraillage sous une dalle. Avec cette technique-là, il est possible de renforcer une dalle existante et de lui ramener le complément de résistance dont on a besoin pour pouvoir poser à ce moment-là directement notre serre et avoir une utilisation directe sur la toiture existante. Donc, beaucoup de choses sont envisageables et ça demande de nouveau une étude préalable avant de se dire je ne peux pas faire ce genre de réalisation. Et le troisième point sur lequel je voulais attirer l'attention dans le cadre des bâtiments existants, c'est voilà, est-ce que mon bâtiment, ma toiture est isolée, fortement isolée, faiblement isolée? Est-ce que l'isolation est compressible ou non? Parce que à ce moment-là, si je suis avec quelque chose de relativement mou, quand je vais marcher dessus, je risque de poinçonner mon étanchéité, je risque de créer des problèmes et donc des infiltrations d'eau. Donc on doit prendre en compte le type d'isolation qu'on a, le type d'étanchéité aussi, qui sera plus ou moins résistante au fait qu'on va marcher et donc au poinçonnement par rapport à ça. Je donne ici quelques valeurs de résistance à la compression du fond de glace, donc un isolant à base de verre expansé ou de laine de roche haute densité, polystyrène extrudé. Dans ces trois cas-là, on a une résistance à la compression qui est suffisante. Après, il faut voir si l'étanchéité qui est dessus sera suffisamment résistante. Alors, j'ai dit bâtiment isolé ou non, et on se posera la question, est-ce qu'on va réisoler le bâtiment avant de faire la serre? Et ça, c'est un point qu'on va approcher dans le chapitre suivant à propos des énergies. Donc, si je prends les aspects énergétiques des serres sur les toits, on va d'abord répondre à une première question. Est-ce que les serres peuvent contribuer à une certaine efficacité énergétique des bâtiments, voire à une réduction du CO2 de façon générale? Donc, la serre, est-ce qu'elle va apporter une certaine isolation? Est-ce qu'elle va apporter une énergie de par l'effet de serre bien connu, et donc avec son effet de collecteur solaire? À l'inverse, est-ce que le bâtiment va pouvoir amener de l'énergie dans la serre et rapporter donc un gain au niveau de la production horticole grâce à une chaleur qu'on va apporter? Et même avec le CO2 qui provient de l'utilisation du bâtiment, et le CO2 est un nutriment en quelque sorte pour les légumes qu'on va cultiver dans la serre. Donc on voit là tout doucement qu'on a une interaction qui est vraiment positive entre deux bâtiments qui sont complémentaires.
En plus, si on peut avoir une distribution locale, d'ailleurs ce qu'on va faire ici chez nous à l'IFSB, on a un restaurant d'entreprise dans lequel une partie de la production de notre serre va être directement utilisée. Donc, on limite les transports avec cette production qui est hautement locale par rapport à ça. Alors, cette efficacité énergétique, on sait que c'est important pour tous les bâtiments actuellement. Et si je parle ici au Luxembourg, on a nos bâtiments qui sont en classe A, et pas seulement au Luxembourg, c'est une préconisation au niveau européen, donc c'est-à-dire bâtiments passifs. Et cette économie d'énergie, avec cette combinaison de bâtiments, vont réduire les impacts énergétiques de notre bâti existant ou futur. Ces avantages seront immédiats, mais aussi à long terme, puisqu'on sait que les énergies elles ont tendance à augmenter en prix d'année en année. Maintenant, le bâtiment, il va aussi avoir une valeur ajoutée, et on verra dans certains des projets que l'on suit, notamment en France, le fait de rajouter cet élément sur un bâtiment HLM, ça lui donne une valeur complémentaire, ça lui donne une valeur tout à fait esthétique, mais aussi d'utilisation qui est non négligeable. Et puis, on va essayer de limiter l'énergie. On verra dans un autre projet où cette sert vraiment de capteur solaire, comme on en a parlé tout à l'heure. Alors, les questions ne sont pas si simples à résoudre. C'est pour ça qu'on fait différents projets pilotes, mais ça dépend de la surface de la serre sur la toiture, de l'orientation de cette serre. Bien évidemment, si on peut avoir un mur côté nord, ce sera bénéfique parce qu'on va éviter les déperditions de ce côté-là pour la serre. On va pouvoir peut-être profiter d'un effet d'inertie thermique et donc de charger ce mur d'énergie par la serre et de pouvoir le restituer pendant la soirée et la nuit à l'intérieur de la serre. On va vérifier aussi le choix des matériaux. Une serre, est-ce qu'on utilise du simple vitrage, du double vitrage? Dans notre cas ici à l'IFSB, on va prendre du double vitrage, alors ça a un surcoût non négligeable. La lumière du soleil passe un petit peu moins, bien que maintenant on arrive à faire des doubles vitrages qui soient quand même avec une très grande capacité à laisser passer la lumière du soleil. Mais ça donne une très forte économie quand on se dit on va chauffer la serre. Et c'est notre cas ici, parce que voilà, il y a une isolation qui est quand même énormément influencée par le type de vitrage que l'on va faire. Ensuite, il y a la question aussi, est-ce qu'on va vouloir cultiver pendant toute l'année? Est-ce qu'on veut cultiver aussi au mois de décembre, janvier, février, les mois les plus froids de l'année? On peut se dire, non, là je ne vais pas le faire. C'est peut-être intéressant parce que j'aurai des légumes qui se vendront plus cher, mais d'un autre côté, il y a une grosse dépense d'énergie à cette période-là. On peut choisir aussi le type de culture. On a des cultures qui tiennent bien autour des 0, 5 degrés, 7 degrés, du moment qu'ils ne gèlent pas. Et on peut dire, voilà, je récupère la chaleur du bâtiment dans ces périodes très froides et je m'arrange pour rester hors gel et avoir quand même une culture qui peut aussi fonctionner pendant ces mois. Donc, ça demande pas mal de réflexion, pas mal de choses sur l'efficacité énergétique de notre bâtiment. Et en étudiant différents projets, on a retiré quelques leçons, quelques éléments intéressants. Notamment, l'isolation entre le bâtiment et la serre. Parfois, on peut se dire que ça vaut la peine de ne pas trop isoler parce qu'on va récupérer une chaleur qui vient du bâtiment et inversement, notre serre, pendant la journée, chauffe, même en hiver, et va garantir une certaine température. Et on a des échanges qui se font entre la serre et le bâtiment. Dans l'utilisation,
on peut se dire, ben voilà, on va contrôler aussi notre température dans la serre et on va pouvoir utiliser notamment un système d'ombrage. Et dans les systèmes d'ombrage, ben, il y a moyen de mettre aussi du système de photovoltaïque. Il y a des photovoltaïques qui sont souples. Et à ce moment-là, on a besoin de mettre de l'ombre à quel moment? Ben, c'est quand il y a énormément de soleil. Donc ça tombe bien, on produit un maximum d'électricité. Et quand il y a peu de soleil, ben, on retire notre ombrage fait d'éléments photovoltaïques et on prend le maximum d'énergie du soleil. Mais de toute façon, la production photovoltaïque aurait été très faible à ce moment-là. Donc la combinaison entre les deux est faisable et peut être intéressante. Et on va le voir sur un des projets pilotes qui se fait en Allemagne. C'est un des choix qui a été pris pour les ombrages du bâtiment. Alors, toutes ces informations, on va les monitorer dans les différents projets pilotes que l'on a, parce que ce sont des informations qu'il faut pouvoir collationner, qu'il faut vouloir partager aussi. C'est l'objectif de ce projet Interreg, comme l'a très bien dit Nicolas. Et on aura différentes conférences et différents échanges qui pourront se faire à ce sujet-là. Et nous, on va pouvoir donner les résultats des différentes analyses qui ont été faites. Vous avez vu, il y a différents types de serres qui sont en projet pilote, en France, en Belgique, au Luxembourg. Et puis, je vous parlais également du projet en Allemagne, où on a une serre d'une forme assez différente, assez novatrice, et où on a la question d'utilisation du photovoltaïque pour protéger de la surchauffe l'intérieur de la serre et qui va produire de l'électricité verte utilisée bien évidemment dans la serre, voire ailleurs s'il y en a plus par rapport à ça. Et je vous parlais de ce projet en France où on a un bâtiment HLM où voilà, ils vont changer l'image du quartier, en tous les cas essayer au maximum. On sait que les bâtiments HLM, ils ont souvent une population un peu plus précarisée, qui pose aussi la question de dire, tiens, comment amener une autre vision du quartier, l'amener de façon plus positive. Et le choix a été fait dans cette ville-là de venir mettre une serre sur un des bâtiments et le rendre ainsi, dans ce cas-ci, producteur d'énergie, mais aussi producteur d'un espace de vie différent dans lequel il y aura de la production agricole, mais aussi c'est un espace qui peut être partagé par les locataires de l'espace HLM. Et du point de vue énergie, puisque c'était la première demande qu'ils avaient par rapport à ça, ils ont un objectif de récolter, vous voyez, 250 kWh par mètre carré par an, avec principalement une production pour l'eau chaude sanitaire, le reste pour le chauffage du bâtiment. Il serait possible également de produire du froid. Avec la chaleur, on peut aussi produire du froid, donc on peut travailler avec l'effet inverse par rapport à ça. Donc, ces aspects énergétiques vont pouvoir être intégrés et puis dans les recherches, on peut faire aussi une analyse et ce sera des aspects qui vont être abordés sur les performances énergétiques des bâtiments, à voir comment on pourrait intégrer ça dans les analyses qui se font là-dessus. Voilà, c'est le PEB en France, ça s'appelle autrement dans d'autres pays. Alors, avant de conclure, je dirais, voilà, on a différentes choses qui se font. On récupère les chaleurs perdues du bâtiment de par la ventilation, de par les fuites au niveau isolation de la toiture. On récupère la chaleur produite par la serre, soit par un système de pompe à chaleur, soit simplement par diffusion directe au travers de la toiture. On récupère le CO2 émis par les occupations dans le bâtiment. On a donc toute une symbiose qui se fait entre les deux univers et donc on a
bonne potentialité ainsi de travail en synergie par rapport à ces deux éléments, tout en se disant on reste avec une extension du bâtiment et pas simplement une serre agricole qu'on retrouve sur une toiture et qui ne ressemble à rien. Donc on essaie quand même d'avoir quelque chose qui esthétiquement donne une valeur ajoutée au bâtiment, mais comme vous le voyez, ce n'est pas que de l'esthétique, il y a beaucoup d'autres choses qui rentrent en ligne de compte. Et en utilisant donc cette serre comme collecteur solaire, on va pouvoir essayer de lisser un peu les besoins de la serre grâce à la chaleur du bâtiment et du bâtiment grâce à la chaleur de la serre. Bon, ce sont des schémas qu'on retrouve fréquemment. Et donc, alors, ça c'est dans l'idéal, hein, si on arrive à bien lisser les besoins, on n'est pas tout à fait à ce niveau-là, mais c'est une direction dans laquelle on peut aller, et c'est une des directions, bien évidemment. Il y a d'autres choses qu'on peut mettre en œuvre pour optimiser, mais nous, c'est notre objectif ici, c'est de travailler sur cette agriculture urbaine qui ne fait pas seulement un ajout architectural au bâtiment, un ajout énergétique, mais il y a aussi un aspect sociétal dont je ne vais pas parler beaucoup plus que ça, mais il y a aussi beaucoup d'intérêt sur le fait de ramener la culture au sein des villes, de ramener l'espace vert au sein des villes, mais aussi la production et rapprocher la production du consommateur dans les villes. Voilà, je vous remercie de votre attention et puis je vais regarder un peu tranquillement les questions en laissant la parole à Maëva pour la suite de l'intervention. Merci. Pour qu'elle puisse parler. Alors, pardon. Maëva, je ne sais pas si tu nous entends, mais c'est à toi. D'accord, merci beaucoup. Bonjour à tous, donc je suis Maëva Sabre, chef de projet en recherche et expertise sur les questions de climat urbain au CSTB, qui est le Centre scientifique et technique du bâtiment en France. Un des livrables du projet GROOF est de produire un guide de bonne pratique pour l'installation de serres en toiture en milieu urbain. Donc, il est en cours de rédaction et là, je vais vous présenter la trame et les hypothèses qui nous ont conduits à construire ce guide de bonne pratique. Donc, il a pour objectif d'aider les porteurs de projets de serres en toiture pour qu'ils puissent introduire des synergies énergétiques de construction, mais aussi de production avec le bâtiment support. On tient à cette connexion entre les deux, dans leur modèle d'affaires aussi, afin de renforcer sa robustesse tout en réduisant, et ça c'est vraiment un des objectifs de GROOF, de réduire les émissions de CO2. Autre objectif, c'est de donner des bons outils pour gérer les aspects de la construction et de la production en prenant en compte les aspects économiques, afin de maximiser l'efficacité énergétique du projet, mais aussi d'augmenter ses chances de succès. C'est comme on vous l'a dit précédemment, certains projets n'ont pas abouti et ont fait faillite. Au final, ce guide sera au service des architectes et des ingénieurs pour toute la conception de ce nouveau dispositif, mais aussi des propriétaires de toitures de bâtiments et des investisseurs. Également au service des agriculteurs qui voudraient diversifier un petit peu leurs prestations et leurs propositions, les entrepreneurs et les industriels aussi, car il y a vraiment un côté innovant d'installer une serre en toiture, et bien sûr les villes et les municipalités. Aussi, en fonction du profil et des compétences du porteur de projet, ce guide permettra de poser finalement les bonnes questions aux bonnes personnes et surtout au bon moment du projet. Donc, ce guide est construit sur 3 approches.
Donc, il y a une première partie technique sur la faisabilité opérationnelle d'un projet lors de ces 3 phases. Donc, nous avons divisé en phase préparatoire, phase de réalisation et phase d'exploitation. Une deuxième partie qui est construite sur les retours d'expérience des membres du consortium, basée sur les sites visités, comme l'a introduit Nicolas Zita en tout début, pendant les 2 premières années du projet, mais également basée sur les pilotes développés au sein du consortium de GROUF, où finalement on se retrouve porteur de projet et à, comme on dit, essuyer les plâtres comme tous les autres. Et riche de cette expérience, on souhaite le partager dans ce guide. Et enfin, une dernière partie qui regroupe finalement toutes les questions les plus fréquemment posées, basées sur évidemment les échanges au sein du consortium, mais aussi avec les 10 candidats coachés par nos spécialistes et nos experts, lauréats de l'appel d'offres qu'a lancé GROUF, et dont 5 ont un suivi beaucoup plus ciblé sur une année. Donc, le contenu de ce guide sur la partie opérationnelle part du constat qu'il est très rare qu'une seule personne soit capable d'appréhender tous les sujets liés à une serre en toiture. Aussi, nous proposons de vous présenter l'essentiel à connaître, mais sans entrer dans les détails, puisque c'est une approche synthétique. Après, chaque sujet peut faire l'objet d'un guide à part entière. Donc, ces sujets portent sur les aspects de sécurité, mais aussi légaux, sur les aspects évidemment économiques et financiers. Ce qui est important et que vient de vous montrer de façon assez détaillée Marcel, c'est sur les aspects bâtiments et construction. Les aspects sociaux ne sont pas à négliger et cette approche-là est vraiment transversale sur les 3 phases d'un projet. La gestion, évidemment, de la production est importante à détailler. Le plan de communication aussi, en fonction des phases du projet, vous n'allez pas communiquer de la même façon. Donc ça, on vous l'indique et on vous donne des clés pour savoir comment il faut procéder. Évidemment, le suivi de la performance pour la réduction des émissions de CO2, mais aussi des performances énergétiques, comme l'a décrit Marcel juste avant, mais aussi la gestion de l'eau et évidemment de la production. Enfin, dernier sujet abordé dans ces faisabilités opérationnelles, c'est la gestion climatique de la serre connectée au bâtiment. Donc, si l'on veut effectuer, par exemple, un zoom sur les aspects sécurité et aspects légaux, l'objectif est d'attirer l'attention sur le fait que tous les projets urbains doivent respecter la réglementation en vigueur, que ce soit à l'échelle locale, voire nationale, mais parfois même à l'échelle européenne. Donc, il y a 2 branches qu'il ne faut pas oublier. Donc, soit l'aspect bâtiment, soit l'aspect habitant. Et pour les bâtiments, il faut prendre en compte la réglementation incendie, mais aussi sismique. Ne pas oublier les contraintes climatiques. Par exemple, quand vous rajoutez une serre sur le toit, vous augmentez la taille de votre bâtiment. Il faut absolument refaire les calculs de dimensionnement au vent pour éviter que ça fasse une prise facile et qu'elle s'envole. Les règles de construction aussi, pour pouvoir bien cadrer la maintenance et surtout ne pas oublier les aspects assurance. Pour les habitants, il faut veiller aux règles sanitaires et de l'impact de ce nouveau dispositif, mais aussi les règles d'évacuation et toujours s'assurer pour ces différents sujets. Un autre exemple, un zoom sur la production, où l'objectif est de guider finalement l'agronome et son équipe pour des résultats fructueux en ciblant sur, bien sûr, les techniques à choisir. Il en existe plusieurs, donc basées sur le sol, l'hydroponie, l'aquaponie ou l'aéroponie. Chacune d'elles est détaillée de façon succincte, évidemment, dans le guide. Et en fonction du choix de la technique, le rendement sera différent. Un zoom également sur le choix des substrats et finalement la proportion de matière organique et inorganique, sur la nature des sols,
mais également quelle va être la politique de fertilisation, quel type de nutriments il faut utiliser, et surtout la nature du substrat va aussi conditionner le type d'irrigation qu'il faudra mettre en place. Autre point important, ce sont les équipements qui vont permettre d'optimiser les performances de la production. Comme on l'a vu précédemment, l'éclairage est un point important, puisque si vous voulez produire un petit peu plus longtemps dans l'année, vous allez devoir mettre en place un éclairage particulier. Par contre, il faudra toujours tenir compte des réglementations locales, puisqu'il y a un droit à la pollution, faire attention à la pollution lumineuse en soirée. D'autres équipements comme justement la captation du CO2, les systèmes d'ombrage dont a parlé Marcel, ainsi que de ventilation. Alors bien sûr, il ne faut pas oublier le traitement des ravageurs et des maladies et de tout ce qui pourrait venir nuire à la production de cette serre. Enfin, l'autre sujet important dans la gestion de la production, c'est le choix des semences, qui est important, puisqu'en fonction de ce que finalement vous voulez produire et de l'usage de votre serre, vous allez devoir choisir les semences adaptées. Donc voilà comment est structuré ce guide en différents chapitres et sous-parties. Et donc il s'agit d'un travail collaboratif avec plus de 20 auteurs différents, mais chacun apporte sa vision, son expérience et son expertise pour venir justement enrichir et finalement vous faire un petit peu gagner du temps et éviter les plâtres que l'on a dû nous-mêmes essuyer. Et par exemple, si vous êtes un expert sur les aspects financiers, ce chapitre peut vous intéresser, intéresser votre curiosité. Par contre, vous êtes non expert sur les aspects construction. Donc, ce chapitre peut vous éclairer sur ce qu'il y a à savoir et à faire sur ces aspects-là. Donc, ce guide est une photo à un moment donné. Aussi, donc si le projet, notre demande de prolongation du projet est acceptée, il y aura une mise à jour possible, notamment sur les aspects réglementation, puisqu'on voit que ça évolue aussi bien localement, nationalement qu'à l'échelle européenne. Mais c'est surtout ce qui va être intéressant, c'est de mettre à jour les résultats des serres et de voir finalement quelle est la réelle réduction de CO2 due à la présence des serres sur ces bâtiments. Donc, un site web dédié est en cours de construction et les chapitres des différentes thématiques seront téléchargeables en ligne en fonction de vos besoins. Et donc, l'organisation du site est en cours avec une version française et anglaise. Mais comme vous l'avez compris, dans le consortium, nous avons aussi allemand et espagnol, donc versions qui viendront un petit peu plus tard. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et sur les différents sites mentionnés ici. Je vous remercie de votre attention et nous pouvons faire place aux questions. Merci Maëva. Voilà, nous sommes de retour en direct. Voilà, Maëva également. Donc merci à vous tous pour cette présentation. Donc, comme je l'annonçais au début, nous allons maintenant passer aux questions que je vous propose de poser directement dans les commentaires. Comme ça, nous les voyons à l'écran et nous pouvons les afficher. Donc, je vais commencer par répondre à la toute première question qui nous a été posée par Madame de Wever. Est-ce que les présentations seront envoyées? Alors, non, parce que nous n'avons pas le contact avec toutes les personnes qui sont présentes ici sur YouTube. Mais par contre, le webinaire reste disponible sur la chaîne sur laquelle vous êtes actuellement. Donc, vous aurez accès à cette vidéo plus tard, à partir de la fin du webinaire. Ensuite, une autre question nous a été posée par Monsieur Lefebvre. Avez-vous étudié des usages mixtes dans ces serres en toiture, bureau, logement, salle de conférence ou de restaurant? Je ne sais pas si l'un de mes collègues souhaite
répondre. Une partie, en tous les cas, de réponse par rapport à ça. Donc, certaines serres qu'on a pu visiter ou qui sont en construction mélangent certaines utilisations. Donc, il y a la production dans la serre, mais il y a aussi notamment un aspect convivial où on peut avoir une petite partie de restaurant ou une partie pour y faire des events aussi. Donc ça, c'est quelque chose qui s'est fait et qui se fait dans certaines serres sur le toit. C'est un espace assez disponible. Par contre, des bureaux, des logements, non. Mais il existe des projets, en tous les cas ici au Grand-Duché, où la serre va enserrer, je vais dire, un bâtiment. Et je connais une maison ainsi qui a été construite dans une serre. Et cette serre sert un peu de capteur d'énergie. Et on a la maison unifamiliale qui est à l'intérieur. Donc là, ça fonctionne bien ensemble aussi. Donc, c'est possible. Et ce qu'on a pu voir aussi lors du retour d'expérience des différents sites que l'on a pu visiter, c'est qu'un usage mixte des serres a un résultat économique plus efficace. Mais ce qu'on remarque également, c'est qu'en fonction du type d'usage finalement et de la destination de la serre que vous souhaitez, donc les serres elles peuvent être productives et dans ces cas-là, c'est uniquement de la production et des ouvriers agricoles. Elle peut être sociale, dans le cas de projet Symbiose qui vous a été montré. Elle peut être expérimentale aussi. Donc, en fonction finalement de la destination et de l'usage de la serre, la mixité de l'usage est fortement recommandée. Tout à fait. J'espère que nous avons pu répondre à la question. Je passe donc maintenant à la suivante de M. Cardon. Donc, quel est l'impact de l'installation d'une serre sur la biodiversité urbaine et en retour, quel est l'impact de la biodiversité sur la gestion de la serre? Je pense par exemple aux oiseaux qui peuvent salir. Mais la question de salir la serre, que ce soit les oiseaux ou la poussière ou différentes choses, ce n'est pas négligeable. Il faut, quand on construit la serre, pouvoir imaginer comment est-ce que je vais pouvoir l'entretenir, comment je vais pouvoir la nettoyer périodiquement. Parce que une serre en plein champ, elle est aussi nettoyée. Mais là, on peut faire le tour facilement. Et donc, quand elle est en toiture, quand on construit, il faut se dire, est-ce que j'aurai un accès par l'extérieur? Est-ce que je la mets en retrait pour pouvoir avoir un espace de circulation périphérique sur ma toiture? Est-ce que je peux y accéder par une nacelle élévatrice facilement et puis nettoyer avec un Karcher? Voilà, c'est quelque chose qui ne s'improvise pas, qui doit être réfléchi au départ. Et ce n'est pas négligeable parce que, notamment aussi pour l'entretien, on doit remplacer une paroi, qu'elle soit vitrée ou en PEHD ou autre plastique. Il faut pouvoir la gérer et donc y accéder en sécurité et sans trop de difficultés non plus. Après, sur les questions, Oui, Après, sur les questions biodiversité urbaine, les serres vont avoir un rôle comme les toitures et les façades végétalisées et créer une trame verte en milieu urbain. Et donc, forcément, ça va venir améliorer et impacter de façon positive la biodiversité en milieu urbain. Alors, en retour, la serre elle-même apporte de la biodiversité en termes de flore et en termes de faune aussi. Donc, il y a un vrai impact comme les enveloppes végétalisées en milieu urbain. Tout à fait. Merci. La question suivante, toujours de M. Cardon. Quels sont les freins ou erreurs principaux selon vous qui expliquent le fait que certains projets aient mis la clé sous la porte? Donc, on a réalisé une étude sur ce sujet-là il y a quelque temps, que vous pouvez retrouver sur notre site groove.eu ou sur notre page construction21.org. C'est une étude sur le projet de Urban Farmers qui a été construit à La Haye. Il s'agit d'une serre sur un toit d'environ 2500 m² qui proposait de l'hydroponie et de l'aquaponie. Et en fait, ce projet a effectivement fait faillite.
Notre conclusion, c'est qu'il y a plusieurs facteurs, mais ce qui est vraiment très très important, c'est de s'assurer que le projet que vous avez est bien en adéquation avec la demande et avec le marché. On ne peut pas construire et opérer une serre urbaine sur un toit n'importe où. Il y a effectivement un fort impact avec le marché qui entoure. Et ici, dans le cas de Urban Farmers, il y avait une rupture entre le besoin du marché et la production finalement qu'il proposait. Un exemple tout simple, le projet a été construit à La Haye et proposait des poissons donc élevés en pisciculture via un système aquaponique, alors qu'à quelques kilomètres de là se trouvait la mer. Le résultat étant que le marché a tendance plutôt à se tourner vers des poissons fraîchement pêchés plutôt que des poissons produits en captivité en haut d'un bâtiment. Voilà, il y a quelques exemples comme ça qui sont fournis dans notre étude. Et c'est ce qui est absolument important. Donc, on vous recommande fortement de bien étudier votre business model avant et surtout de ne pas hésiter à le tester. Ça veut dire aller prendre contact avec le marché, prendre contact avec les acteurs locaux, réaliser des enquêtes pour s'assurer finalement que le besoin est bien présent et qu'il y a un intérêt à réaliser ce projet à l'endroit où vous le souhaitez. Ensuite, nous avons reçu une autre question par email cette fois-ci. Donc, comment gérer la saison estivale? Est-il sûr que les serres n'apportent pas davantage de surchauffe au bâtiment? Je ne sais pas si Marcel, tu... Oui, alors, quelques petites choses, c'est que la serre en elle-même, elle est gérée pour produire. Et si je veux produire des légumes, je ne peux pas avoir une chaleur trop importante, que je sois sur une toiture ou que je sois sur le sol. Donc quand j'ai une serre, je vais avoir aussi des écrans pour limiter l'apport solaire. Je vais aussi avoir une ventilation qui va être faite à certains moments de la journée pour limiter aussi l'apport énergétique. Donc la régulation qui va se faire dans la serre, automatiquement, va avoir un impact sur le bâtiment en dessous. Maintenant, je ne dis pas qu'on n'a pas une chaleur plus importante qui risque de venir sur la toiture. On le verra avec les différents projets pilotes que l'on va faire et puis on en tirera aussi quelques enseignements là-dessus. On n'a pas encore toutes les réponses, mais je vous dis, il y a déjà cette partie où on doit gérer malgré tout la chaleur dans la serre. Merci Marcel. Ensuite, alors une remarque effectivement de Monsieur Delay. La serre de Jean Blou est bien sur le toit. En fait, le bâtiment de Jean Blou est construit sur 2 niveaux. Donc la serre est posée sur un niveau de toiture intermédiaire et donc accolée à un mur qui mène au niveau supérieur. Donc ici, nous sommes bien sur un toit et c'est d'ailleurs le même principe pour la serre de l'IFSB qui est accolée à une façade tout en étant sur le toit du restaurant. Et je passe à la question même qui est suivante finalement. Alors, la question est plutôt celle-là. Est-ce que nous avons une expertise dans le domaine des Earthships et de l'habitat bioclimatique? Je dirais que nous n'avons pas étudié précisément l'application de la serre sur un Earthship, mais que les projets en fait que vous avez vus dans la présentation, enfin les projets pilotes, donc nos 4 projets pilotes et les projets que nous coachons, sont des projets de petite échelle. Notre pilote le plus grand fait pas loin de 400 mètres carrés, ce qui est donc une taille, on va dire, moyenne pour un projet urbain, étant donné que l'espace sur les toitures en pleine ville n'est pas si étendu, enfin en tout cas par bâtiment. Il y a évidemment des projets plus grands qui existent. J'ai mentionné avant Urban Farmers et les différents projets que nous avons visités également
dans la phase d'apprentissage sont aussi plus grands sur des bâtiments plutôt de type industriel, où l'échelle est différente et donc les projets sont également un petit peu différents. Maintenant, au niveau des tout petits projets, comme je l'ai cité tout à l'heure, nous avons visité aussi une maison construite dans une serre. Donc, bien évidemment, c'est une toute petite dimension. On n'a pas beaucoup de retours d'études par rapport à ça. On a pu juste discuter avec l'architecte qui en est le propriétaire, mais qui s'est basé aussi sur des expériences qui se font dans des pays nordiques, où c'est une technique qui se fait, où donc ça permet d'avoir ce capteur solaire pour la maison. Voilà. J'espère que nous avons pu répondre à cette question. N'hésitez pas à nous contacter par email ou via notre, soit ici la page YouTube, soit via nos réseaux sociaux, sur Facebook, sur LinkedIn, ou directement via le site internet groove.eu, où vous trouverez nos coordonnées pour nous contacter si jamais vous avez des questions complémentaires ou si vous souhaitez aborder un sujet plus en détail. Voilà, je vois une dernière question qui s'ajoute, et puis après nous terminerons ce live puisque nous arrivons à 1 heure de présentation. Avez-vous connaissance de projets concernant la production de microalgues en toiture? Alors, nous n'avons pas étudié directement des projets de production de microalgues en toiture. Nous avons connaissance de certains projets de production de microalgues, mais qui ne sont pas directement en toiture. Donc, c'est un petit peu différent. Dans tous les cas, ici, la production elle-même, disons plutôt, le projet Groove s'attarde surtout sur les aspects, les synergies finalement entre le bâtiment et la serre. Quel que soit le type de production, l'idée est d'étudier le besoin de ce qu'il y a dans la serre et de savoir comment est-ce que ce besoin, comment répondre plutôt à ce besoin avec le bâtiment en maximisant les échanges entre les deux structures et surtout en s'assurant qu'il y ait un bénéfice commun finalement entre ces deux activités. Mais si jamais vous avez un projet de production de microalgues, nous serons évidemment très heureux de pouvoir vous accompagner dans l'étude. Alors en France, il y a des projets justement de production de microalgues en façade de bâtiment, avec justement sur une seule façade, pour justement voir les interactions entre finalement cette façade vivante et le bâtiment, et l'impact de cette façade sur l'environnement. Donc il y a quelques projets qui émergent en France sur cette thématique, mais pas directement liés au projet Groove. Voilà, donc une fois encore, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux, sur notre site web groove.eu. Nous arrivons ici en fin des questions que nous avons reçues, et nous arrivons en fin de ce webinaire. Donc je vous remercie tous pour votre participation. Je remercie également les deux présentateurs, Maëva du CSTB et Marcel de l'IFSB. Et puis, voilà, j'espère que nous avons pu répondre à un maximum de vos questions. Et nous vous souhaitons une agréable journée. Au revoir. Bonne journée à tous et merci beaucoup de votre attention. Merci. Au revoir.